Heureux de vous retrouver. Passons à la partie 2. Comment établir des habitudes pour une vie de famille équilibrée? L'une des mesures les plus efficaces pour les parents consiste à prendre du recul et à réfléchir sur leur méthode d'éducation en se posant certaines questions. Des questions telles que: quelle est notre vision de la vie de famille? Quels sont nos objectifs? Quels souvenirs voulons-nous que nos enfants gardent de nous et de leur foyer dans 20 ans? Nos enfants associeront-ils notre foyer avec la joie partagée en famille, avec une écoute attentive, avec des limites claires? Se souviendront-ils que lorsque ces limites étaient franchies, ils pouvaient trouver le pardon et prendre un nouveau départ? Dans cette partie, nous décrirons 3 façons concrètes de traduire nos objectifs dans la pratique. Ces mesures ne sont pas compliquées, mais leur mise en place peut s'avérer difficile et exiger un ajustement de nos habitudes et notre mode de vie. Si nous les appliquons, nous pouvons toutefois être certains de construire sur les bonnes bases. Premièrement, l'importance du jeu. Le jeu est excellent pour les enfants. Ils en ont besoin en dose massive. Jean Piaget, le psychologue de l'enfance, a dit « Le jeu est le travail des enfants ». Jouer est naturel pour eux et les parents doivent les autoriser et même les encourager à jouer, même si c'est salissant ou bruyant, même si nous avons le sentiment de perdre notre temps. Les parents peuvent penser que le jeu est un passe-temps inutile qui n'apporte rien. Nous sommes souvent amenés à leur acheter des jouets coûteux, mais leur besoin n'est pas là. Le jeu est la propension naturelle à explorer et à apprendre qui habite chaque enfant. Il est tout à fait essentiel à leur développement sur tous les plans: social, cognitif, émotionnel et physique. Les enfants qui ne jouent pas voient leur développement mis en péril. Mon fils aime les petites voitures, la peinture et la pâte à modeler. Ils aiment tous les deux inventer des histoires avec des animaux et des poupées Barbie. Et ma fille aime les extrêmes, elle joue au foot, mais aussi à des trucs de filles, coiffure et vernis à ongles. Je poursuis Bart parfois dans la maison. Et parfois, on se jette des bombes à eau. Moi, je joue avec ces trucs magnétiques. Au départ, c'est une sorte de boule, on y attache des pièces et on fabrique des motos, des hélicoptères et d'autres trucs. Ma maman et moi, on joue toujours au Scrabble, par exemple. Je lis beaucoup à l'intérieur, quand il pleut parfois. Et j'aide mon frère à lire quand il a besoin. Je lis pratiquement tout le temps. Je joue avec mes Legos parce que j'aime les Legos. Quand j'étais petit, je jouais à des jeux inventés avec ma sœur. Eh bien, on fait des jeux de société et des jeux de cartes parfois. Oui, les jeux de société, un peu les jeux de cartes. On n'est pas trop bon aux jeux de cartes. Bien sûr, il existe beaucoup de jeux différents. Par exemple, à la maison, on peut s'asseoir par terre pour empiler des cubes avec un bébé de 9 mois, faire des puzzles avec un petit de 2 ans, cuisiner, peindre ou faire du bricolage avec un enfant plus grand. Les meilleurs jouets ne sont pas forcément coûteux. Quand nos enfants étaient petits, je me souviens que nous avions dû remplacer la machine à laver. Nicky a donné aux enfants l'emballage en carton de la nouvelle machine. Il a découpé une fenêtre d'un côté et une porte de l'autre, et il en a fait la meilleure maisonnette qu'ils aient jamais eue. Et elle a duré un peu plus longtemps que la machine à laver. Il y a aussi les jeux d'extérieur. Aller au parc pour qu'ils puissent courir et sauter, s'amuser sur la balançoire ou le toboggan, aller sur une aire de jeu ou grimper aux arbres. Les autoriser à prendre des risques avec des consignes de prudence. Apprendre à nager, faire du roller ou du vélo, prendre l'air et avoir de l'espace, c'est bon pour tout le monde. Ils ont une maisonnette dans le jardin avec des jouets d'extérieur. Et ils aiment inventer des histoires, faire semblant de cuisiner et jouer à la maison. Tom, Mimi et moi, on avait ce jeu avec de l'eau. On remplissait le petit seau de mon frère parce qu'il avait un pistolet à eau et on le remplissait sans arrêt et on s'en servait pour faire couler de l'eau le long du trampoline et glisser tout du long. Et on tirait de l'eau sur tout le monde. Quand papa est dehors, en général, on l'aide à jardiner. Et vous aimez cela? Oui, on met des vieux vêtements et on commence à jardiner, c'est très amusant. On joue au jeu de l'armée. Lui, c'est un tank militaire et moi, un sous-marin. Et on fait semblant qu'une armée nous attaque et qu'on doit partir et courir jusqu'à la base. Ce sont aussi des choses très simples, comme des bâtons et des pierres. C'est vrai. Et du sable et de l'eau.
Ils deviennent fous avec ce genre de choses. Et le truc de notre fils aîné, ce sont les insectes. Il se précipite pour venir nous montrer une chenille ou... Il a ramené un orvet dernièrement. C'est comme un lézard sans pattes. Mais cela ressemble à un serpent, donc cela provoque des réactions dans le voisinage. Oui. J'aime jouer dehors avec mes amis et mes sabres laser, parce que j'en ai beaucoup, et donner des coups dans les buissons, ou jouer sur la balançoire, parfois. Quand nous allons au parc, elle finit toujours par trouver un escargot qu'elle voit comme un orphelin qui a besoin d'une maison. Alors, elle passe des heures à ramasser des feuilles, des brindilles et d'autres choses pour fabriquer une maison. Des chambres, un jardin, de la nourriture et une table pour les escargots. Puis elle est désespérée quand vient l'heure de les quitter. En plus de développer leur imagination et leur créativité, un autre avantage du jeu est la dimension sociale. En jouant avec d'autres enfants, ils apprennent à partager, à attendre leur tour, à communiquer, à résoudre des conflits et à se faire des amis. La plupart du temps, nos enfants jouent seuls ou avec un frère ou une sœur. Mais parfois, nous devons jouer avec eux. Je me souviens d'une journée d'été très pluvieuse en Écosse lorsque nos enfants avaient entre 6 et 12 ans. J'avais été tentée de les autoriser à rester à l'intérieur pour regarder un DVD. Mais nous avons préféré sortir et nous avons fini par dévaler une pente très boueuse assis sur des sacs poubelles en plastique. Nous sommes rentrés complètement trempés et couverts de boue de la tête aux pieds. Ils ont trouvé que c'était la meilleure journée de toutes les vacances. Nos enfants veulent se trouver là où on s'amuse. En les encourageant à jouer, nous faisons de notre foyer un lieu agréable à vivre. Certains parents ont du mal à autoriser le jeu. Plusieurs facteurs peuvent faire obstacle. Nous craignons peut-être qu'ils se blessent. Il se peut que nous voulions garder le contrôle ou que nous ayons organisé trop d'activités pour eux, ou nous sommes simplement trop occupés nous-mêmes. Toutefois, le plus grand obstacle à des jeux sains et actifs vient des écrans, devant lesquels l'enfant reste assis pendant des heures tous les jours, même si c'est pratique pour les parents. Pendant qu'ils sont devant un écran, les enfants ne consacrent du temps à rien d'autre. Les écrans de télévision et autres remplacent l'expérience de la vie réelle. Or, pour reprendre le vocabulaire informatique, avant que les enfants puissent faire quoi que ce soit dans le monde virtuel, ils doivent d'abord télécharger des informations sur le monde réel. Les enfants doivent jouer. Ils doivent toucher les choses, voir des personnes réelles et les expressions sur leur visage. Regarder le ciel et faire le genre de choses qui semblent évidentes pour vous et moi. Mais ce sont des données qui n'ont pas encore été téléchargées dans le cerveau des enfants et qui doivent l'être avant qu'ils commencent à en regarder les versions virtuelles sur un ordinateur ou une télévision. Soyons clairs, autoriser un jeune enfant à regarder un DVD adéquat pendant un moment ne lui causera pas de tort pour la vie. Mais nous devons contrôler la quantité et le contenu exact que nos enfants regardent. Il est important de nous interroger sur le contenu. S'agit-il d'un divertissement sain ou d'images potentiellement néfastes? Nous connaissons une maman qui ne laisse jamais ses enfants de 6 et 3 ans regarder les actualités à cause des images choquantes qu'ils pourraient y voir. Nous devons aussi songer au temps passé devant un écran. S'agit-il d'un moment de détente utile, peut-être pour leur permettre de décompresser après l'école, ou d'une activité nuisible? Et quel est son effet sur la famille? Cela rapproche-t-il les membres de la famille ou se retrouvent-ils isolés les uns des autres? L'âge auquel nos enfants commencent à regarder la télévision et le nombre d'heures qu'ils y consacrent par jour, que ces programmes soient qualifiés d'éducatifs ou non, produisent un impact sur leur santé. Idéalement, il est recommandé que les enfants de moins de 3 ans ne regardent pas d'écran, qu'il s'agisse de la télévision ou d'un DVD. Et les enfants plus grands devraient y passer beaucoup moins de temps qu'ils en ont l'habitude. Jusqu'à l'âge adulte, il est vraiment recommandé de ne pas passer plus de 2 heures par jour devant un écran de télévision. Eh bien, ils pensent que c'est mauvais, que si vous regardez trop, c'est mauvais pour votre imagination. Parfois, je fixe une limite de temps. Je règle le minuteur du four sur une certaine durée et quand le programme qu'ils regardent est terminé, ils doivent l'éteindre. C'est vrai, je trouve que le minuteur est une bonne idée parce qu'on peut se consacrer à autre chose sans devoir contrôler le temps qu'ils y passent. On avait l'habitude de les laisser regarder la télé pendant des heures. Maintenant, nous décidons de jouer avec eux au lieu de les laisser regarder la télé. On s'en a débarrassé de la télévision. Nous n'avons pas eu de télévision pendant 10 ans. On s'en est bien passé pendant 10 ans.
Et les enfants, ils avaient de très bons résultats à l'école. Ils riaient et blaguaient ensemble, ils jouaient à des jeux, c'était très sympa. Quand on était petit, je crois qu'on rentrait de l'école et qu'on regardait les émissions pour enfants jusqu'au dîner. Et puis, on a déménagé à la campagne où c'était difficile d'avoir une bonne réception. Alors là, les parents ont dit non. C'était presque l'été et on pouvait jouer dehors. Nous vivions sur une propriété de 16 hectares environ, avec d'autres familles. C'était immense. Alors, on sortait pour jouer. On n'avait plus le temps de regarder la télé. On ne voulait même plus regarder la télé. À peine rentré de l'école, on se précipitait dehors. Que vous possédiez ou non une télé à la maison, nous vous déconseillons d'autoriser vos enfants à avoir une télé dans leur chambre. Des parents ne semblent pas disposés à interdire ou à retirer les écrans de télévision de la chambre de leurs enfants. Par exemple, si l'obésité nous inquiète, nous savons que si nous plaçons un réfrigérateur dans la chambre de notre enfant, il mangera plus. De la même façon, si nous plaçons un écran dans la chambre de notre enfant, il regardera beaucoup plus la télévision. C'est un fait avéré. Par ailleurs, nous n'avons évidemment aucun contrôle sur ce qu'il regarde. Il en va de même pour les jeux vidéo, à la maison ou sur des appareils portables. Nous devons limiter le temps qu'ils passent sur ces jeux et vérifier leur contenu. Les jeux vidéo sont très populaires auprès des enfants. Ces jeux peuvent être installés sur des appareils portables. Il est désormais possible d'y jouer sur un téléphone, une console ou un PC. Mais il est très important pour le parent de connaître l'âge recommandé pour ce jeu. À l'instar des films, les jeux font l'objet d'une classification selon le type de contenu. Ainsi, vous pouvez avoir une indication de son contenu et savoir s'il convient pour votre enfant. Au début, nous conseillons que vos enfants jouent aux jeux vidéo avec vous ou près de vous, pour que vous sachiez quelles images ils visionnent et si le contenu est approprié, car ce qu'ils voient ne pourra plus être effacé. Si vous avez plusieurs enfants, vous devrez peut-être faire plus de recherches pour trouver des jeux qui conviennent aux cadets comme aux aînés, ou instaurer des règles claires. La fixation de ces limites constituera un défi permanent pour les parents et nécessitera des discussions et des négociations. Notre but est qu'ils grandissent en acquérant de la maîtrise de soi afin qu'ils puissent contrôler leur propre consommation. S'il existe un vrai défi sur lequel il faut revenir encore et encore, c'est celui-là, les limites à la technologie. Combien de temps devant la télévision ou combien de temps sur l'ordinateur ou sur Facebook? Combien de temps à utiliser les autres gadgets qui se trouvent dans la maison? C'est seulement quand j'ai fait mes devoirs. Un peu de lecture, mes exercices de piano et l'entraînement de tennis. Des trucs comme ça que je peux jouer 5 minutes sur l'ordinateur. Matthew aime sa console de jeu. Et ça ne le dérangerait pas de jouer 24 sur 24, 7 jours sur 7 si je le laissais faire. Alors, je lui ai demandé ce qui serait, à son avis, une durée raisonnable. J'ai discuté avec lui et je l'ai amené à établir un programme des moments où il trouvait que ce serait raisonnable. C'est ce qu'il a fait, il s'y est tenu. L'un des premiers éléments pour bâtir une vie de famille équilibrée est donc l'importance de jouer activement. Un second élément est l'importance du lien, le développement d'une relation profonde avec notre enfant. Pour les enfants, l'amour s'écrit T-E-M-P-S. Mais la pression est si grande aujourd'hui sur notre temps. Il nous arrive si souvent de penser « Évidemment, je veux passer du temps avec mes enfants, mais quand la journée sera moins chargée, quand nous aurons achevé les travaux, quand j'aurai réussi mes examens, quand ce sera plus calme au boulot. » J'ai bien l'impression qu'il n'y aura jamais de journée plus calme. C'est une illusion. La plupart d'entre nous s'inventent eux-mêmes un programme ultra chargé. Si quelque chose a de l'importance pour nous, nous devons lui consacrer du temps maintenant. Aujourd'hui, il est beaucoup question de temps de qualité. Il s'agit de ménager des moments durant lesquels nous accordons toute notre attention à nos enfants et rien d'autre. Les gens se disent que, puisqu'ils ne peuvent pas consacrer à leurs enfants la quantité de temps qu'ils aimeraient, ils peuvent compenser par du temps de qualité. Il est très important, bien sûr, de partager des moments de qualité avec chaque enfant, et nous en parlerons davantage dans la prochaine session. Mais la quantité de temps est aussi importante, c'est-à-dire passer du temps en présence de nos enfants. Les enfants ont besoin à la fois de temps de qualité et de temps en quantité avec leurs parents, dès les premiers instants de leur vie. Pendant la première année d'un tout petit, les visages familiers,
Les lieux familiers, l'installation d'un cadre de vie sûr et rassurant sont des facteurs extrêmement importants pour que l'attachement puisse se faire et pour toutes les questions essentielles liées à l'estime de soi et à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Mais aussi les automatismes concernant le sommeil, les repas et les sources d'apaisement. Des habitudes qui accompagneront cet enfant pendant le reste de sa vie. Les neurosciences nous apprennent que la carte mentale d'un enfant est déterminée en grande partie par les relations forgées pendant les 18 premiers mois de sa vie. De quoi confronter beaucoup d'entre nous à un dilemme sur la question du travail. À un moment ou à un autre, la plupart des parents se débattront avec la question du temps pendant lequel ils doivent confier leur enfant à la garde de quelqu'un d'autre. Qu'il s'agisse d'une crèche ou d'une assistante maternelle, d'une jeune fille au père, des grands-parents ou d'un autre membre de la famille. Ce sont des choix difficiles et complexes, en particulier pour les mères. Celles qui mènent une carrière épanouissante ou dont l'emploi ne permet pas de marquer une pause, mais aussi celles qui doivent travailler à temps plein pour boucler leur budget. Nous sommes convaincus que, dans la mesure du possible, l'un des parents devrait être la personne principale qui prend soin de l'enfant pendant les 18 premiers mois de sa vie, et idéalement jusqu'à ce qu'il soit scolarisé vers l'âge de 5 ans. Si aucun des parents ne peut jouer ce rôle, quelle que soit la raison, c'est-à-dire être l'adulte avec lequel l'enfant passe la majeure partie de son temps, la meilleure option est que l'enfant soit toujours pris en charge par la même personne, qui lui sera familière et à qui il fera confiance. Aujourd'hui, il existe de plus en plus de formules permettant aux parents de travailler à temps partiel ou selon un horaire flexible. Il y a le partage d'emploi ou le télétravail. Ça peut les aider à combiner travail et vie de famille et leur permettre malgré tout d'être celui ou celle qui prend soin de l'enfant. Quand je travaillais à temps plein, le plus important était de définir mes priorités en termes d'éducation et m'efforcer de trouver le bon équilibre entre travail et vie de famille. Et comme on ne peut pas tout faire, personne n'est super maman ou super papa, finalement, j'ai rogné sur des choses comme le ménage ou des repas élaborés, en choisissant plutôt de passer plus de temps avec ma fille. C'était plus important. Je m'efforce de réserver le week-end à la famille. Il est très important pour moi, pour nous deux, que nous passions ce temps ensemble. Et s'il y a un surplus de travail, je veille à le faire pendant la semaine pour vraiment consacrer le samedi et le dimanche à la famille. Presque tous les parents devront consentir à des sacrifices. Vous devrez peut-être modifier votre mode de vie, comme opter pour une maison ou une voiture plus modeste, ou ne pas évoluer dans votre carrière aussi vite que vous le vouliez, le tout pour passer plus de temps avec vos enfants. Ces premières années sont cruciales au déroulement du processus d'attachement entre le parent et l'enfant. Il est donc facile de penser que nous sommes indispensables au travail, mais en réalité, le seul endroit où nous sommes vraiment indispensables, c'est à la maison. Beaucoup me demandent comment il faut adapter son mode de vie pendant les premières années dans le meilleur intérêt des enfants. Et je réponds toujours que les tout-petits se moquent du mode de vie. Ce qu'ils veulent, c'est de l'amour. C'est le plus important. Donc la priorité, ce sont des soins individuels, tendres et constants. Oubliez le mode de vie. Nous n'avons pas trouvé un bon équilibre. Je crois que cette période où l'on reste à la maison avec les enfants est très importante pour pouvoir être seulement maman. C'est un rôle très important à jouer, en sachant qu'un jour, je repartirai au travail pour subvenir financièrement aux besoins de ma famille. Mais là, maintenant, ils ont besoin d'une maman. Le temps que nous passons avec nos enfants communique l'amour que nous leur portons de façon beaucoup plus efficace que tous les discours. Mais comme vous le savez, il est très difficile de dégager du temps. Le temps passé avec ceux qui comptent le plus dans votre vie ne se présente pas de lui-même. Nous devons le provoquer si nous voulons développer des relations profondes avec eux. Mes enfants sont adultes aujourd'hui, mais je me souviens de Cathy lorsqu'elle avait 4 ans. Je lui lisais une histoire avant de dormir et le téléphone sonnait. Et elle disait « Papa, s'il te plaît, ne réponds pas maintenant !» Je reviens tout de suite, Cathy. Et puis j'allais répondre, je prenais un autre appel, et puis encore un autre, et au bout de 30 minutes, je me rappelais que l'histoire n'était pas terminée, et je me précipitais à l'étage. La lumière était encore allumée, le livre se trouvait toujours sur l'oreiller, et ses petits yeux avaient lutté aussi longtemps que possible, mais la fatigue avait fini par gagner. Et vous savez le plus frappant? J'ai mené une vie captivante. J'ai écrit des livres, j'ai été avocat, j'ai donné des conférences dans le monde entier, j'ai reçu des milliers d'appels urgents ou qualifiés d'urgents. Mais avec le recul, je ne me souviens pas d'un seul appel qui n'aurait pas pu attendre 10 minutes, jusqu'à ce que j'ai terminé l'histoire du soir. Il me paraissait tellement important à l'époque, et aujourd'hui, je ne sais même plus pourquoi. Une troisième façon de développer une vie de famille équilibrée consiste à établir des habitudes. Les habitudes permettent aux enfants de s'épanouir. L'ordre et la stabilité les rassurent profondément.
La routine leur procure un sentiment de sécurité. L'une des habitudes les plus saines et les plus importantes est celle des repas pris en famille. Il est très bénéfique pour des enfants de s'asseoir autour d'une table pour manger ensemble, parler, rire, débattre en famille, s'écouter mutuellement. Ils apprennent à interagir. Si on observe attentivement ce qui se passe pendant le repas, cela ressemble à un débriefing de la journée, chaque personne pouvant exprimer ce qu'elle a ressenti ou vécu. Les parents donnent leur avis de manière très subtile. Les enfants apprennent quand intervenir dans la conversation. Ils se familiarisent avec le langage et apprennent les bonnes manières. Ils apprennent comment réagir au comportement ou aux propos d'un autre. Cela n'a l'air de rien, mais ce sont des choses très techniques en réalité. Et une table est le support idéal, l'arène parfaite pour amener les enfants à acquérir ces compétences essentielles dans la vie. Une fois que l'habitude est prise, les enfants considèrent qu'il est tout à fait normal de manger ensemble autour de la table. Donc, au lieu que chacun prenne son repas dans une pièce séparée, devant son programme télé, toute la famille mange le même repas au même endroit, en même temps. Et cela devient l'un des meilleurs moments vécus en famille. Quand j'étais petite, mon père était très doué pour raconter des histoires, surtout pendant les repas. Il racontait souvent les mêmes anecdotes encore et encore, la plupart tirées de son enfance. On finissait par les connaître par cœur, mais il parvenait quand même à nous faire rire. En entendant ces histoires racontées encore et encore, les enfants acquièrent un profond sentiment d'appartenance et d'identification à leur famille. Bien sûr, l'heure des repas peut aisément se transformer en champ de bataille pour les parents. Nous devons tous passer le cap de la nourriture jetée au sol, des taches sur les vêtements, des enfants qui descendent de leur chaise ou qui refusent de manger. Nous vous encourageons à persévérer. Ne vous dites pas que les repas ne fonctionneront jamais pour votre famille. La difficulté pour nous, c'est que nous n'avions pas d'endroit réservé au repas. Un ami a eu la sagesse de nous dire s'il y a quelque chose qu'il vous faut absolument, c'est une table pour prendre vos repas, tous assis en famille. Il trouvait cela tellement important qu'il a ajouté « S'il le faut, vendez quelque chose pour acheter une table ». Nous avons suivi son conseil et lorsque nous avons aménagé notre pièce, à l'arrière, nous y avons placé une table et des chaises. Et cette décision s'est avérée vraiment payante. Les repas en famille sont importants. Pas seulement parce que nous sommes ensemble dans la même pièce, nous faisons la même chose et la dynamique qui se met alors en place en étant assis ensemble est vraiment communicative. Ils savent que nous n'allons pas répondre au téléphone ou quitter la pièce au milieu d'une conversation. Ce que je fais beaucoup en jonglant avec la vie de famille. Ils savent qu'ils nous ont pour eux et il y a une grande fluidité dans la façon dont la famille communique. C'est à ces moments-là qu'on peut percevoir que l'un des enfants a un problème ou qu'il a passé une mauvaise journée, qu'il a des difficultés avec un ami ou un enseignant. Parfois, ils se disputent presque pour raconter ce qu'ils ont fait. Généralement, je commence par demander à mon fils « Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui ?» Et les autres sont impatients de me raconter leur journée. Et quand ils ont fini, ils essayent de raconter autre chose. De temps en temps, les enfants me demandent aussi comment était ma journée. Je passe beaucoup de temps sous la table à nettoyer. Pas seulement sous la table, mais aussi sur les murs. L'un de nos enfants est particulièrement difficile pour manger. Alors, j'essaie de cuisiner un repas qui plaira à tout le monde. J'essaie. Et on s'assoit à table et on discute de la journée. En théorie, cela semble formidable, mais il arrive qu'il y en ait un qui se plaigne parce qu'il n'aime pas les oignons. Ils se chamaillent, ils s'envoient des coups de pied, ils se poussent, et je leur dis de ne pas parler la bouche pleine. Parfois, c'est carrément le chaos, et vous vous dites, et dire que c'est supposé être agréable. Un bon moment passé en famille. C'est génial. On s'amuse beaucoup pendant les repas. Oui, ça ressemble à une zone de guerre, des fois. Mais c'est parfois pendant ces moments-là, quand il y a de l'agitation autour de la table et que nous sommes assis tous ensemble, que nous saisissons un aperçu de leur vie et de ce qui les préoccupe. Nous aimons ces moments-là où ils disent des choses profondes. Et parfois, c'est par cette proximité, parce qu'on est ensemble, qu'en fait, on parle vraiment. Une autre habitude importante pour la vie de famille concerne l'heure du coucher. Un rituel régulier à l'heure du coucher est extrêmement bénéfique pour les enfants. Il leur permet de terminer la journée sur une note positive et il aide un enfant stressé, surexcité ou trop fatigué à se calmer. Le rituel du soir les aide à comprendre ce que l'on attend d'eux.
L'heure du coucher, c'est l'heure du coucher, et donc ils iront bientôt au lit. Des études récentes montrent que les enfants souffrent d'un manque épidémique de sommeil en Grande-Bretagne. Installer un rituel du soir les aide à dormir suffisamment pour se sentir bien. Le sommeil est aussi important que l'air, la nourriture et l'eau pour le développement d'un enfant, et ce pour un tas de raisons. Les effets sur le cerveau, par exemple. Si les enfants manquent de sommeil, ils apprennent moins bien. En réalité, ils fixent leur apprentissage et les informations pendant leur sommeil. En outre, le sommeil favorise leur système immunitaire. Sans compter évidemment que le manque de sommeil influence énormément leur conduite émotionnelle le lendemain. Le sommeil est donc essentiel pour des raisons aussi variées que l'immunité et la capacité d'apprendre ce qu'ils ont étudié à l'école. Mais aussi leur conduite le lendemain et leur capacité de vous prêter attention à vous en tant que parents et à ce que vous dites. Ce tableau, basé sur des recherches médicales, indique de combien d'heures de sommeil les enfants ont besoin sur une période de 24 heures en fonction de leur âge. Les bébés de 3 à 11 mois ont besoin de 14 à 15 heures de sommeil. Les petits de 12 à 35 mois doivent dormir entre 12 et 14 heures. De 3 à 6 ans, un enfant a besoin de 11 à 13 heures de sommeil. Les enfants de 7 à 11 ans doivent dormir entre 10 et 11 heures. Les bonnes habitudes de sommeil ne sont pas innées. Elles doivent être apprises. C'est parfois vraiment dur. Je me souviens des batailles menées avec l'un de nos enfants qui refusait de rester au lit, au point que nous avons failli renoncer. Mais nous avons persévéré et il a fini par comprendre le message et s'avouer vaincu. Le fait de savoir qu'il est important pour leur bien-être de dormir suffisamment nous aide à tenir bon. Et le rituel est une bonne méthode pour y arriver. Grâce au rituel, ce moment devient familier, il devient la norme. Le rituel du soir donne aussi l'occasion de passer un temps privilégié avec nos enfants. Pour moi, c'était une priorité et Nikki essayait d'être présent lorsque son travail le lui permettait. Ne croyez pas cependant que l'heure du coucher chez nous était toujours un océan de calme et de sourires angéliques. Que loin de là. Il m'arrivait souvent d'aspirer au moment où il serait assez grand pour aller se coucher seul. Mais en y repensant, je me rends compte que cette habitude du soir, semaine après semaine, mois après mois et année après année, était un moment de complicité privilégié pour communiquer avec eux de façon particulière. Et nous avions aussi l'habitude de dire une prière avec chacun d'eux avant d'éteindre la lumière et de leur souhaiter bonne nuit. Nous avons décrit les avantages du rituel du soir à de nombreux parents, non seulement pour leurs enfants, mais aussi pour eux, pour qu'ils ne soient pas constamment épuisés. Nous savons qu'installer un rituel implique beaucoup de frustration, peut provoquer des larmes et exige de la persévérance. L'heure du coucher est mon point fort. Je suis enseignante et tout est organisé de A à Z, au point que Sam doit s'inscrire dans le programme. Après le bain, nous racontons une histoire. En général, Mark est rentré à cette heure-là, alors c'est lui qui lit les histoires. Les enfants sont calmes et aiment se blottir contre Mark. Après, on se brosse les dents et tout le monde va au lit. Je pense qu'il est important pour Samuel d'avoir un rituel à l'heure du coucher. Parce que sinon, il continuerait à jouer. Et vous savez, tout le monde est beaucoup plus fatigué à cette heure de la soirée. Il y a ce moment particulier où ils vous disent « Maman, je peux avoir ça, je peux aller là », juste parce qu'ils ne veulent pas se coucher. Mais je ne cède pas et je leur réponds « Non, vous avez eu toute la journée pour aller aux toilettes. Vous avez eu toute la journée pour boire, maintenant c'est l'heure d'aller au lit. » Ils doivent connaître les limites strictes qui sont fixées et les respecter. Et un moment pour décompresser et dire « Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée aujourd'hui? S'est-il passé quelque chose de triste dont tu aimerais parler ?» C'est aussi une occasion de parler. Oui, Mark pose toujours ces questions. Quelle était la meilleure chose? Quelle était la pire chose? Et cela permet de terminer la journée agréablement, sur une bonne note. Les habitudes sont tout aussi efficaces à l'heure du lever qu'à l'heure du coucher. Pour le matin, nous avons investi dans un petit réveil lapin que nous avons réglé sur 7 heures. Quand c'est l'heure de dormir, le lapin a les yeux fermés et les oreilles baissées. Et à 7 heures, il se réveille. Ainsi, même si les enfants ne peuvent pas lire l'heure, ils voient que le lapin dort encore et qu'ils n'ont pas la permission de sortir de leur lit avant que le lapin s'éveille. Ça fonctionne vraiment bien le matin. Les vacances en famille sont aussi une habitude très bénéfique pour les enfants. Ils accumulent des souvenirs d'expériences partagées et ils ont l'occasion de vivre des choses différentes ensemble. Les vacances ne doivent pas forcément être coûteuses ou distantes pour produire un grand impact.
Partir en vacances, c'est formidable. Nous attendons ce moment pendant des mois, pendant les mois de boulot. Et enfin, nous sommes réunis tous ensemble. Il n'y a plus de pression. C'est vraiment le meilleur des moments. Eh bien, normalement, on ne part pas très loin, on ne quitte pas l'Angleterre, en fait. Une fois, on est allé En fait, une fois ou deux, nous sommes tous allés en France et en Floride. On est allé en Floride. Et aux vacances d'été, on est allé en France pendant 2 semaines. Mais on va au Center Park, qu'on appelle la piscine aux poissons. Je ne sais plus pourquoi, j'ai oublié. Et il y a beaucoup de piscines et des toboggans et des activités qu'on peut faire. L'année dernière, nos vacances ont vraiment été très importantes parce qu'elles nous ont donné du temps pour être ensemble, se détendre, oublier le train-train et les obligations du quotidien. Nous n'avions pas de programme ni d'horaire strict à respecter. On pouvait juste prendre le temps même si les règles de base restaient de mise. Ils devaient bien se comporter et être polis. Mais des moments comme cette petite parenthèse, comme un week-end ou une pause d'une semaine par rapport aux heures de coucher imposées, à l'obligation de se lever et de quitter la maison à certaines heures, juste prendre son temps et se détendre tous les 3 ensemble, c'est génial pour renforcer les liens. Nous avons prévu un exercice pour vous permettre de poursuivre la réflexion sur les sujets abordés pendant cette session et sur la façon de les appliquer à votre vie de famille. Nous avons écrit « L'art d'être parent » qui approfondit davantage tous les sujets traités pendant les 5 sessions de ce parcours. Nous voudrions clore chaque session par une courte prière. Restez simplement tel que vous êtes pendant que je prie. Seigneur, nous te remercions pour le cadeau des enfants. Nous sommes reconnaissants que la vie de famille soit le meilleur des cadres pour la croissance des enfants. Nous te prions d'aider chacun de nous à faire de notre famille un lieu de soutien, un lieu de joie, un lieu où nos enfants apprennent des valeurs essentielles pour la vie, et un lieu où ils apprennent comment aimer les autres. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous trouverez quelques questions dans votre manuel pour alimenter vos discussions. La prochaine session sera consacrée à la façon de répondre aux besoins fondamentaux de nos enfants. Au revoir. Au revoir.